Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Merci d'avoir accepté l'invitation et de me recevoir du coup dans les locaux de Castali. Je suis hyper content d'être là, dans tes super locaux. En plus Thibaut m'a offert une gourde, ce qui est vraiment très sympa. C'est ton nouveau produit, je crois, c'est ça? C'est un des produits. Par contre, on va sortir une nouvelle gourde dans dans 3 mois. Qui sera fabriquée en France. Là, pour le moment, elle est encore fabriquée en Chine. Et donc, on sera très content on est très content de lancer cette gourde en 2021. Écoute, je suis très content que tu me l'aies offerte. Et j'ai hâte de voir la prochaine, du coup. Écoute, passage obligé, Thibaut. Est-ce que tu peux te présenter, simplement, et nous présenter Castali? Je m'appelle Thibaut Lamarque, j'ai 41 ans. Je suis papa d'une petite Anna, qui a 3 ans et demi. Je suis le président et le fondateur de Castali. Castali, qui est une alternative durable aux eaux en bouteille. Notre métier, c'est de venir remplacer la bouteille en plastique dans les hôtels, les restaurants et les entreprises. Génial. Et alors, effectivement, oui, tu remplaces la bouteille en plastique et c'est la première chose, je crois, qu'on voit en arrivant sur le site web de Castali. C'est la mission de Castali, en finir avec la folie des bouteilles en plastique. Mais quelque chose qui m'intéresse toujours quand je rencontre un fondateur, c'est comment est-ce que cette mission, elle t'est venue à toi, et qu'est-ce qui t'a amené justement quel chemin que tu as parcouru pour que tu te rendes compte de ça, en fait? Alors, ça, c'est ancré en moi depuis très longtemps. J'ai un parcours qui est quand même très lié à l'eau, puisque j'ai démarré avec un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. J'ai utilisé ce mémoire pour me faire embaucher chez le plus gros producteur d'eau potable du monde, Veolia Environnement, chez qui je suis resté 5 ans et demi, en Australie en VIE, et puis après au siège à Paris. Avant de rejoindre Alter Eco avec Tristan Lecomte, qui a lancé le bio et l'équitable en France dans les années 2000. Donc on va dire que le plastique, enfin en tout cas l'eau a été un sujet pour moi, le durable aussi, et le plastique assez logiquement. Du coup, quand je suis rentré d'Australie, j'ai découvert SodaStream, donc c'était 2006, et moi je ne bois pas d'eau plate, je ne bois que de l'eau pétillante. Donc j'avais mes packs de Badois ou de je sais pas quoi, de San Pellegrino à porter. Je le mettais bien dans le bac jaune depuis que je suis tout petit, mais j'avais quand même ce déchet qui m'a toujours gêné. Et SodaStream m'a permis de régler ce sujet de la bouteille en plastique et du déchet. Et je dis souvent que le meilleur déchet, c'est celui qui, enfin, celui qu'on ne produit pas. En tout cas, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et c'est la même chose pour la bouteille. Et du coup, SodaStream m'a permis de régler mon problème de bouteille et de déchets. Et voilà, donc 2006. Et puis, il s'est passé 5 ans, mais en tout cas, j'avais gardé dans un coin de ma tête que j'aimais bien l'idée. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, c'est une mission aujourd'hui que t'as créé ton entreprise autour. Ouais. Qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir une entreprise avec une mission forte? En quoi pour toi c'est différent d'une entreprise entre guillemets normale? Qui va vendre, je sais pas, des services. Alors, aujourd'hui, cette mission, elle est peut-être évidente et elle parle à beaucoup de monde. Ce qui est sûr, c'est que en 2010 ou 2011, elle n'était pas évidente pour tout le monde. Et je pense au réseau Entreprendre qui a refusé le dossier 2 fois. Okay. Je pense. Pourquoi? Parce que en fait, nous, on n'a pas inventé la fontaine à eau. La fontaine à eau, ça fait 40 ans que ça existe. C'est petit, noir, c'est fabriqué en Chine et c'est à côté des toilettes. et je pense que notre innovation, qui est une innovation, alors c'est pas une innovation de rupture technologique, hein, c'est une innovation d'usage avec un assemblage de technologies et de contenants qui permet de venir remplacer la bouteille en plastique. Cette innovation était pas forcément bien expliquée de ma part et puis en tout cas pas bien comprise de d'autres. Donc qu'est-ce que ça change en fait d'être une entreprise à mission? Je pense que aujourd'hui ça permet de recruter des talents canons. On a des profils de fous qui postulent. On a une équipe là qui est canon et je suis très content. C'était beaucoup plus difficile de recruter il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense que c'était la grande vague, c'était le début de la vague du digital, enfin de la seconde vague du digital.
Et c'était moins sexy de venir faire plombier chez Castelli. Parce que maintenant tu recrutes plus que des plombiers, du coup, c'est ça? C'est ça. Et je prends des top gun. J'ai que des plombiers top gun. Je comprends. Mais oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis sur les vagues et la vague du digital et puis la vague de l'impact, qui a, de ce que je vois, commence quand même à beaucoup prendre. D'ailleurs, je crois que tu vas être nommé chevalier de la Légion d'honneur pour ça. Alors j'ai vu passer ça sur été ton fil. très honoré, mais même très surpris. On va me remettre la médaille de l'ordre du mérite. Donc je suis pas très bon en moi non plus. classification de médailles. Moi non plus, mais j'étais très honoré et je pense que finalement ce qui me marque là-dedans, c'est que donc c'est sur proposition du ministère de l'écologie, enfin de la transition écologique, mais c'est que on donne à quelqu'un qui n'est pas mort et puis 2 à quelqu'un d'engagé. Donc ça, je trouve que en ça, je pense que c'est quand même un bon message au marché. Ouais, parce qu'effectivement, si on revient sur ton parcours, ça n'a pas toujours été simple pour toi, je crois, d'être engagé. T'as créé Castelli, t'as eu quelques problèmes juridiques, c'est ça? Alors voilà, il s'est passé en 10 ans, enfin ça fait presque 10 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses. C'est sûr qu'on a un petit peu dérangé, des acteurs qui étaient, enfin les acteurs de l'eau en bouteille plastique. Bien sûr. Ok. Et du coup, pour revenir sur cette discussion sur la vague de l'impact, c'est une discussion que j'ai eue aussi sur ce podcast avec Jean Moreau, que je crois que tu connais. Que je salue. Voilà, et qui m'a très chaudement recommandé de t'interviewer, donc voilà. Et que je remercie alors. Et on a discuté effectivement de en fait, cette troisième voie un peu qui apparaît, parce qu'il y a pendant très longtemps, en fait, on disait que l'ESS, en tout cas, avait une image, l'ESS de l'économie sociale et solidaire, pour ceux qui écoutent, avait une image de secteur dans lequel tu tirais pas de profit, ou enfin, t'allais forcément faire, je sais pas, du papier mâché, tu vois, ou je sais pas. Et en fait, des entrepreneurs comme toi ou comme Jean, aujourd'hui, vous portez cette nouvelle voie. Ouais, comment tu vois ça, toi? Comment tu vois ça se développer? C'est assez marrant l'image du papier mâché. Moi, j'aime souvent dire que les entreprises de l'ESS, ce n'est pas que des fauteuils des fauteuils roulants en papier mâché. C'est toi que j'ai entendu dire ça, du coup. et du coup, je pense que c'est surtout pas ça. Et puis le sens n'exclut pas le profit. Donc moi, je pense que et Jean et son équipe et Phoenix sont un bel exemple. C'est que aujourd'hui, il y a une telle urgence de transition qu'il y a besoin d'avoir des boîtes à impact qui soient très performantes et qui permettent, en étant très performantes, d'avoir plus d'impact. Je pense que il y a pas de conflit, il y a pas d'opposition entre faire de l'impact et grandir. Et moi, c'est quelque chose peut-être qui m'a tiraillé il y a quelques années, mais si on veut avoir de l'impact, il faut grossir. Et moi, je me souviens de chez Alter Eco, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. On avait du café et du chocolat. Enfin, il y avait toujours du café et du chocolat, mais à l'époque, il y avait peut-être plus de café. Et en particulier, il y avait un café, il y avait une référence. Donc le chocolat, c'était 50% de l'activité sur une coopérative. Okay. Donc il y avait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une coopérative au Pérou. Donc avec des volumes exceptionnels et donc qui permettaient de faire vivre la coopérative et d'avoir tous les projets du commerce équitable autour de la coopérative. On avait aussi un café du Rwanda où on avait acheté un conteneur une fois qui vieillissait dans le port d'Amsterdam et qui faisait que le café n'était pas très bon. Donc le client qui achetait notre café, Alter Eco, n'était pas satisfait puisque le café était éventé. Ouais. Et puis le deuxième sujet, c'est que la coopérative, c'est pas en achetant un conteneur une fois de temps en temps que vous faites vivre une coopérative. Non, bien sûr. Et donc là, on avait finalement, c'était un bon exemple de gros volume avec cette coopérative à Copagro au Pérou. Et puis cette petite coopérative au Rwanda où finalement ils en avaient rien à faire de Alter Eco et Alter Eco n'avait pas vraiment d'impact. Là où je veux en venir, c'est que bien sûr qu'il faut mieux centraliser les efforts sur quelque chose où on est fort et essayer de tendre vers l'exceptionnel ou l'exception, vers la performance, plutôt que de faire un travail et des broutilles. Voilà, donc je pense que c'est ça le sujet en fait. Il n'y a pas d'opposition. Ok, ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. C'est un bon exemple, effectivement. Et du coup, si on revient un peu sur l'histoire de Castelli, depuis sa création, vous avez quand même beaucoup grandi. Pour toi, c'est quoi les étapes de cette croissance ou les phases marquantes que tu as traversées? Au début, peut-être, alors un peu la solitude parce que j'ai monté Castelli tout seul, pas par choix, mais faute d'avoir trouvé le bon associé. Alors je l'ai trouvé un peu plus tard, mais en tout cas au démarrage, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que j'avais
pas tout à fait 30 ans, mais presque 30 ans. Donc j'avais dans mon réseau et autour de moi les premiers enfants, les boulots qui commençaient à être bien payés, les crédits, etc. Et donc dans mon réseau proche, j'ai pas trouvé de gens partant pour l'aventure. Et puis peut-être que c'était pas autant la mode de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire je pense que c'était pas non plus un animal qu'on enfermait. mais l'entrepreneur c'était pas aussi cool d'être entrepreneur qu'aujourd'hui. Après, j'ai recruté, j'ai recruté Kevin Rancien, qui est en stage en 2012, donc 1 an et demi ou 1 an après le démarrage de Castali, qui est arrivé en stage, et puis aujourd'hui qui est directeur commercial. C'est et le qui premier employé? Non, mais ça doit être le 4 ou 5. Okay. Et aujourd'hui qui est directeur commercial associé de Castali. Ok, effectivement, je vois. Et donc, ouais, tu nous parles donc, de la solitude de l'entrepreneur, etc. Après, donc, t'as recruté tes premiers employés, et après, j'imagine qu'il y a un moment où les choses s'accélèrent aussi. Donc ça, la solitude, c'est effectivement le démarrage. Après, il y a une phase où on grossit. Enfin, en tout cas, ça prend, mais on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on fait attention. On a en plus un business model avec beaucoup de capex, beaucoup d'investissements. Donc il y a des sujets de cash. Donc ça dure quelques années. Okay. Et on change d'échelle en 2015, fin 2015. Avec une première levée de fonds, où on lève 2 millions d'euros. Et puis, mais on fait toujours très attention. Je pense que cette Castali, on l'a bootstrappé. Enfin, okay. Finalement, si tu prends sur les 8 premières années, on a levé 2 millions, presque un peu plus de 3 millions d'euros. Et pour faire une boîte qui fait un produit hardware, c'est pas énorme. Et ce qui est vrai là, c'est que depuis 1 an, mais depuis 6 mois, depuis qu'on a levé de l'argent, de manière plus significative, ça permet de recruter d'autres types de profils et ça permet d'aller vers l'étape d'après. Plus loin, ouais. Effectivement. Alors si on revient sur le prisme de la culture entreprise, comme une conviction que j'ai, c'est que quand t'es fondateur, surtout quand t'es fondateur unique, la culture de ton entreprise au départ, elle découle énormément de toi en fait, de ta culture, de ta personnalité. Qu'est-ce que t'as mis de toi dans Castali? Je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance chez Castali, parce que c'est quelque chose qui est très important. Ça a été pendant longtemps dans les valeurs. Okay. J'ai souhaité le retirer. Et tu l'as enlevé, oui. Parce qu'aujourd'hui c'est un prérequis. Et puis je voulais pas c'est pas parce qu'il y a de la bienveillance qu'il ne doit pas y avoir d'exigence. Et je pense que parfois ça a été mal compris. Donc voilà, donc c'est un prérequis pour rentrer chez Castali d'avoir de la bienveillance, mais c'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on doit pas être performant. D'accord. Parce que du coup, pour faire la transition avec les valeurs, pour rappeler, vous en avez 3 maintenant, c'est ça? Oui. Je te laisse nous les expliquer. Sinon, à chaque fois, c'est moi qui le fais. Après. Eh ben, tu les connais? Oui. La transparence, l'engagement et l'excellence. J'ai pris ma leçon, tu vois. Là, t'as bien préparé. Jean m'a fait la même blague la dernière fois. C'est parce qu'ils s'en souvenaient plus. Ça doit être ça. Non, mais effectivement, transparence, c'est important d'être transparent. Alors la transparence, c'est aussi de dire qu'on ne peut pas tout dire. Par exemple, on a eu des demandes de certains collaborateurs qui voulaient avoir les salaires de tout le monde. Moi, qui sont des choses qu'on commence à voir apparaître effectivement dans certaines boîtes. Mais moi, j'ai eu des retours d'amis entrepreneurs qui l'ont mis en place dans leur société et avec qui ça s'était plutôt mal passé, avec donc c'était une mauvaise expérience et du coup on est très transparent. Et c'est intéressant parce qu'effectivement on voit toujours passer ça comme une success story, mais on n'entend jamais parler des cas qui se passent pas bien. Là j'ai en tête au moins un cas qui s'est très mal passé, parce que après ça peut générer des problèmes d'ego quand tu vois que la personne qui est juste à côté de toi, en fait, elle gagne 1 000 euros, 2 000 euros de plus que toi. Donc, en tout cas, on est très transparent. Je communique beaucoup et je communique sur les difficultés, sur les succès. Enfin, finalement, c'est ma façon d'être globalement, aussi assez personnellement. L'engagement, je pense que c'est important d'être engagé. Alors, engagé, c'est pas que dans le durable, hein. Engagé, c'est aider son voisin, c'est son voisin de table, de bureau. Non, mais donc on a besoin d'une société engagée. Et je pense que ça donne beaucoup de sens de s'engager.
Et puis l'excellence, encore une fois, on peut pas avoir d'impact en n'essayant pas de tendre vers l'excellence. Donc bien sûr que on n'est pas bon tout le temps, bien sûr qu'il y a des matins où on est fatigué, mais globalement, si on veut transformer, changer le monde, on a besoin d'être excellent. Et avoir de l'impact, et Exactement. Ça renvoie à ce que tu me disais juste avant. Et justement, c'est ce processus de définition des valeurs, du coup, justement, par opposition à ce qui se passe quand t'es tout seul, ou tes premiers employés, et la culture, elle émerge un peu naturellement, parce que ça se fait avec quelques personnes qui sont là. À quel moment t'as senti le besoin de faire un vrai travail dessus, de manière active, et pas juste de laisser venir? Ça fait longtemps, hein. Je l'ai fait ça fait déjà 5 ans ou 6 ans qu'on bosse là-dessus. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait un exercice il y a 1 an ou 1 an et demi. Donc la boîte avait déjà 7 ou 8 ans et je leur ai dit on va travailler sur les valeurs. Donc je suis arrivé avec les 4 valeurs, donc les 3 valeurs que on vient de citer, plus la bienveillance. Et puis il y avait des gens qui étaient surpris qu'on reparte pas de zéro. En disant oui, mais pourquoi on repart pas de zéro, pourquoi c'est pas un travail, parce que ça fait 7 ans ou 8 ans que la société existe. Donc ça m'a surpris et amusé, mais donc c'est un sujet qui est très important. Je pense que pendant très longtemps j'ai pas eu pas le loisir, mais j'ai pas eu l'opportunité de recruter des gens, en tout cas je l'ai pas fait suffisamment, où c'était pas un focus RH, de recruter des gens qui fit avec les valeurs. Et donc j'ai pris quelques gamelles RH parce que je me suis pas écouté et que j'avais pas précisé suffisamment les valeurs pour la société à l'extérieur. C'est intéressant cette histoire de pas s'écouter. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu sens même, entre guillemets viscéralement, que c'est autant. Moi je suis un intuitif, donc je sens les choses et donc effectivement j'ai fait quelques recrutements où il y avait un truc qui allait pas et je me suis pas écouté. Et du coup, au fur et à mesure que Castelli a grossi, est-ce qu'il y a eu un moment où t'as senti un drift, en fait, un peu entre toi et tes valeurs à toi et ta mission à toi, et l'entreprise qui prend sa vie propre, finalement, parce qu'elle est plus composée que de toi et de 3 ou 4 personnes, il commence à y avoir beaucoup de monde, quoi. Je pense que, alors moi, je suis intimement lié et intrinsèquement lié à Castelli, et j'ai pas l'impression en fait que il y a une séparation entre mes valeurs profondes et Castelli. Au contraire, j'ai l'impression que plus que jamais, j'ai la chance de recruter des gens avec des valeurs partagées. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les valeurs. Et donc, tu vois, je te parlais de l'engagement. On a mis en place un programme d'engagement des collaborateurs pour que parce que c'est bien de travailler dans l'impact ou dans l'économie circulaire, parce que Castelli est un acteur de l'économie circulaire, mais ce qui est bien, c'est de permettre aux gens de développer en fait des capacités et donc ça se passe par des rencontres, des conférences. Donc ça, on a tout un programme pour 2021 qui est passionnant. Super. Et en fait, tu me dis si je me trompe, mais ça rejoint peut-être quelque chose aussi, qui est que toi, comme tu dis, l'eau, tu l'as chevillé au corps depuis ton mémoire de fin d'études. C'est une vraie mission chez toi. Alors, soit tu recrutes que des gens dont c'est le cas, soit peut-être pas, mais du coup, tu leur permets aussi de s'approprier quelque part j'ai jamais la mission d'engagement de Castelli, quoi. Exactement. Et donc, j'ai toujours voulu recruter des bons et pas forcément des gens qui étaient, par exemple, engagés. Donc ça, je pense que l'engagement, c'est quelque chose qui peut pas s'apprendre, mais en tout cas se découvrir. Oui, donc carrément, ça, je pense que c'est très important de permettre à tout le monde d'aligner, en tout cas de donner les clés pour que les gens, l'équipe puisse grandir là-dessus. Ouais, tout à fait. Et moi d'ailleurs. Et toi aussi d'ailleurs. Alors, du coup, quelque chose qui peut être aussi difficile, là on va plus parler de toi, dans une entreprise qui est en croissance, c'est tu dois te découvrir à un moment donné un style de leadership qui, j'imagine, va aussi changer avec c'est pas t'as peut-être pas le même management quand t'as 4 employés que quand on a 60. C'est quoi le tien? Comment tu définirais ton leadership? Moi, je dirais que je suis coopératif et plus dans la vision, et dans la vision. Donc effectivement, mon rôle a beaucoup changé là sur les 12 derniers mois, et je dirais que c'est plus facile de passer de 50 à 100 que de 15 ou de 10 à 30. Et là aujourd'hui, moi j'ai un rôle d'animateur, de coordinateur et puis de donner
la vision en fait. Et c'est quelque chose qui te va bien ou t'as eu du mal à lâcher les mains? Non, c'est quelque chose qui me va très bien. C'est quelque chose qui me va très bien. Et je suis très content. Après, ça veut pas dire que je remets pas les mains dans le cambouis quand il faut. Bien Mais sûr. en tout cas, non, je suis très content de pouvoir lâcher. Et puis, j'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi. Il paraît propre de tout bon entrepreneur. Et deux, et donc ça me permet d'apprendre des choses aussi. Ok. Et alors du coup, tu disais que c'est plus simple de passer de 50 à 100 que de 15 à 50. Qu'est-ce qui a été dur justement dans cette phase cette première phase de croissance où tu changes vraiment d'échelle, quoi? Sur donc sur le 15 à 30, enfin. Oui, Bah, je pense assez vite en fait les sujets RH qui sont très importants, en tout cas qui moi me tenaient vraiment à cœur. Je les gérais en direct et donc parfois ça m'a coûté en fait. Ok. Aujourd'hui, le fait d'avoir une équipe RH, des process RH, je pense que c'est plus facile pour moi de mettre un peu de distance entre ma passion et l'équipe. Ok, je vois tout à fait. Et alors justement, tu disais c'est avoir travaillé sur ces valeurs, etc., sur cet alignement. Enfin, t'es en haut en fait de la pyramide, mais si on redescend un peu, est-ce que ça a permis à Castelli de faire des nouvelles choses, d'attirer des nouvelles personnes, d'avoir des nouveaux clients? Qu'est-ce que ça te permet de faire en fait ce travail justement d'alignement de ton entreprise, qui parfois peut être vu comme c'est sympa, mais on sait pas vraiment à quoi ça sert. Alors ce qui est certain, c'est que on n'est pas forcément, on n'a pas toujours, mais même aujourd'hui, on peut s'améliorer. Donc aujourd'hui, on veut faire vivre ces valeurs et que ça soit sur les recrutements ou sur la vie de tous les jours. Ça n'a pas été le cas tout le temps, donc on n'est pas parfait, même si c'est un sujet qui m'intéresse depuis des années. Mais aujourd'hui, comment est-ce on essaie de le transformer de manière très concrète et très opérationnelle à tous les niveaux de l'équipe. Ok. Ce que ça permet, je pense que quand tu recrutes des très jeunes, et ce qui a été le cas pendant très longtemps quand j'avais pas d'argent, ces valeurs peuvent être mal interprétées ou mal. Le fait d'avoir des gens qui sont plus mûrs, qui ont déjà eu des expériences avant, ça permet aussi de faire de changer d'échelle et d'être plus concret dans la mise en application de ces valeurs. Je sais pas si je suis très clair. Si, vas-y, oui, continue. Quand tu recrutes des jeunes qui sortent d'école, qui ont des paillettes plein les yeux et qui finalement vont se confronter à la réalité du travail, qui n'est pas forcément ce qu'ils ont envie, et tu peux avoir des réactions, un peu décalées. Okay. Quand t'as des gens qui ont déjà vu des entreprises et qui savent comment ça se passe, ça permet, je pense, d'avoir beaucoup plus de recul, en tout cas sur la vie en entreprise, bien sûr. et sur la mise en application de ces valeurs. Ok. Et je me posais une question et tu me dis, enfin, si je me trompe, en fait, vous avez été très longtemps quasiment exclusivement B2B, voire exclusivement B2B, parce que tu travailles avec les hôtels, les restaurants, les entreprises aussi. Dans mon entreprise d'avant, on avait une fontaine Castelli qui est arrivée, on était tous très contents. Et du coup, tu vas aller vers le B2C avec ces magnifiques gourdes et avec un autre produit aussi, si je me trompe pas, du parfum pour l'eau. Ouais. C'est toujours sur la table? Tout à fait. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ça me pose une autre question, c'est en fait, t'as recruté des gens qui étaient là pour faire du B2B, et d'un seul coup, tu vas pas pivoter, mais tu vas au moins ajouter une nouvelle dimension à ton entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Tu fais venir de nouvelles personnes, ou tu réexpliques à des gens qui changent de métier? Non, surtout pas. Et ça, c'est une bonne question. Moi, je veux surtout pas déstabiliser le B2B. L'équipe B2B, c'est le cœur de Castelli, c'est ce qui nous fait vivre, et c'est là où on est bon. Et sur le B2C, ça sera une équipe qui sera différente. Alors, effectivement, sur des fonctions support, ça pose pas de problème, hein. Mais par contre, sur du commercial, sur du marketing, c'est des sujets qui sont très différents. D'accord. Et justement, est-ce qu'avoir une mission commune, c'est quelque chose qui est aidant dans ce moment de, alors pas de pivot, mais d'ajout d'une nouvelle facette à Castelli? On n'en est pas vraiment. Enfin, alors oui, ça, bien sûr que ça aide, c'est que t'as une mission commune, et le B2C finalement, ce n'est que un élargissement de l'impact et un élargissement pas de la mission, mais de la cible. Donc ça, c'est je pense que
ça fait cause commune. Mais après, on est vraiment aux prémices. C'est-à-dire que si tu veux une gourde, alors on en vend déjà des milliers par mois à nos entreprises clientes. Là, le fait de s'approprier notre gourde, de la designer, de la faire fabriquer dans l'usine qu'on a soigneusement choisie en France, etc., etc. Ça participe de l'équipe. Ça pourrait être que du B2B. On a décidé de le mettre en B2C parce que on pense que les gens ont pas forcément envie de. Enfin, aujourd'hui sur la gourde, il y en a beaucoup, il y en a plein partout, mais ça n'a pas forcément été traité de la bonne façon. Et donc, pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, donc la plupart des gourdes viennent d'Asie. Okay. Quand elles sont fabriquées en France, elles sont soit on va dire elles ont un design aléatoire ou en tout cas limité, soit elles sont en plastique, mais du coup je pense que le consommateur lui il est pas prêt à choisir une gourde qui est fabriquée en France si elle a pas la bonne fonctionnalité et le bon usage. Et voilà, c'est ça le pari de Castel. C'est le produit en premier plutôt que... C'est le produit en premier. Après, s'il est bien fait, tant mieux. Tant mieux, oui, c'est ça. En fait, c'est la qualité du produit qui va convaincre, pas juste sa provenance ou le fait que ça soit bien, entre guillemets. C'est la même chose chez Casali. Nos fontaines, elles sont faites, alors soit en France, soit en Italie, mais on n'est pas focus franco-français et on est focus sur le meilleur produit. Et le sujet, c'est pas de savoir s'il est fabriqué à Lille, à Neuville-en-Ferrain ou à Ancône. C'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire le meilleur produit. Alors, du coup, est-ce qu'on aura un jour une machine Castelli qu'on pourra avoir chez soi ? Peut-être. C'est la question que tout le monde se pose avant. Peut-être. Le marché est très très large. Enfin, rien que sur la France, on parle de 16 milliards de bouteilles tous les ans en France, à peu près 4 milliards d'euros. Après, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. Moi, tu parlais de SodaStream, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça a plutôt très bien marché. SodaStream, pour moi, c'est encore une fois une très belle réussite qui a aujourd'hui intégré Pepsi, qui multiplie justement l'impact de SodaStream. Mais donc ça, c'est un exemple. Je pense que sur l'eau plate, il n'y a pas encore d'exemple qui a bien fonctionné. Donc il y aura sans doute un marché, je sais pas si on ira, mais en tout cas, il sera très tentant. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre. Et alors, justement, on a beaucoup parlé d'engagement, on a beaucoup parlé de mission, etc. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est sur les entreprises à mission, c'est quelque chose qui est souvent très porté sur l'extérieur, comment on va avoir un impact sur le monde. Mais la question aussi, c'est comment est-ce que tu appliques cette mission en interne. En fait, le fait d'être de vouloir en terminer avec la folie des bouteilles en plastique, mais aussi toute sa transparence, cet engagement, etc. Qu'est-ce que vous faites de différemment chez Castaldi que tu penses que d'autres entreprises font pas ? Qu'est-ce que tu t'appliques à toi-même, en fait ? Ce qui est certain, c'est que la cohérence, c'est hyper important. Et donc, à la fois, on essaye d'être exemplaire sur la partie produit et donc sur la partie, le produit et le service qu'on vend. Mais on parle souvent d'expérience client, mais je suis persuadé que l'expérience collaborateur, elle est importante aussi. Et donc, on fait plein de choses qui permettent de raisonner pour l'équipe. Donc, par exemple, on a mis en place pendant le confinement MocaCare, qui est un service d'écoute avec un coach ou un psy, et qui permet à l'équipe de manière anonyme d'avoir un suivi pour quelques séances et puis le cas échéant après être basculé chez un professionnel. Donc ça, il y a eu 2 confinements quand même qui ont été vécus de manière très différente dans l'équipe en fonction des conditions matérielles de chacun. Bien sûr. Et donc ça typiquement on l'a mis en place très peu de temps après le confinement. Donc MocaCare, voilà, c'est une bonne boîte, une super boîte et avec un super. C'est une boîte. Je crois que c'est un programme interne. Non, et avec un super entrepreneur qui pilote ça. J'ai mis en place, moi je suis cycliste, j'ai un vélo électrique depuis quelques années et donc chez Castaldi vous avez le droit à un Véligo quand vous arrivez dans la boîte. Il y a certains collaborateurs qui sont fait financer des vélos, donc voilà, il doit y avoir 30 ou 35 vélos sur la centaine de Castaliens. On a mis en place, alors bien avant que dans le cadre du Parental Act, on a mis en place le congé paternité obligatoire. Pour moi, ça c'était très important depuis longtemps, et je trouve que l'égalité homme-femme, ça passait plus par ça que
que par certaines revendications que je trouvais parfois décalées de jeunes femmes on a pu avoir chez Castaldi. Donc l'égalité homme-femme, pour moi, ça passait par ce congé paternité pour obliger le papa finalement à s'occuper de son rejeton. C'est une demande, hein, en tout cas, je trouve, chez les alors aujourd'hui générations. c'est une demande, mais quand il y a 3-4 ans j'en parlais, c'était pas ah ouais, tu un fou. Ouais, enfin, non, mais c'était pas vraiment le sujet, et je pense que c'était pas un sujet d'égalité. Ok. Ou en tout cas il était mal compris. D'accord. Par les intéressés. Ok. Alors du coup ça m'intéresse parce que t'as parlé de l'eau en plastique, des bouteilles d'eau en plastique, pardon. Moi j'aime bien dire l'eau en plastique. L'eau en plastique, c'est pas mal. Surtout je crois que tu nous expliques aussi que, tu bois du plastique en fait quand tu bois de l'eau en plastique du coup. Tu parlais donc des bouteilles d'eau 3-4 ans, donc ça commence à intéresser tout le monde. Tu parlais du congé pas de 3-4 ans, donc ça commence à intéresser tout le monde. C'est quoi le truc dont tu parles maintenant et qui intéresse personne et qui intéresse tout le monde dans 3-4 ans? La machine B2C, elle intéresse tout le monde, hein. Depuis très longtemps. Ça fait 10 ans. Non, les signaux faibles, je sais pas te dire là les signaux faibles, parce que je parle de beaucoup de choses qui intéressent pas grand monde. Normalement, si on t'a écouté jusque là, c'est que ça va. Non, je sais pas te dire. Il y a plein de choses qui sont passionnantes. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de sujets qui me passionnent, que ça soit sur par exemple dans l'alimentation. Moi j'ai découvert on a une partie quand même, on a 15% de nos clients qui sont des restaurateurs, des chefs et des restaurateurs, et donc j'ai découvert ce que c'était la vie du restaurant, ce que c'était que le produit, ce que c'était que la transformation, la saison, et c'est absolument passionnant aujourd'hui. Alors c'est des sujets qui sont quand même dans les médias, qui sont un peu partout, mais je pense qu'on est quand même au début du produit brut, parce que ce qu'on voit, c'est quand même que l'industrialisation et la surtransformation, ça a beaucoup d'impact sur la santé, et je pense qu'il y a encore un parcours absolument gigantesque. Je le vois autour de moi, en tout cas, sur cette partie évangélisation du produit. Mais alors, je vois plein de projets, plein de startups qui passent là-dessus. Je viens de mettre un ticket dans une boîte qui s'appelle Omi et compagnie, qui est là-dedans. Mais quand on voit que c'est qui le patron, il y a 4 ans n'existait pas et que c'est aujourd'hui le premier vendeur de lait, c'est une bonne illustration du fait que le produit quand même devient primordial pour le consommateur. Tout à fait. Et alors justement, en fait, donc si on laisse un petit peu Castaldi, tu fais aussi partie d'un écosystème en fait, puisque je crois que tu viens de le dire, t'es investisseur, à titre personnel, en business angel. Ouais. Tu bosses aussi chez 50 Partners Impact. Ouais, alors je viens de rentrer dans l'accélérateur là. Ok, c'est ça. Et donc du coup, comment est-ce que tu vois cet écosystème évoluer? Et l'autre question, c'est est-ce que l'impact n'a vocation à atteindre que des entreprises qui sont à impact, construites autour de ça, ou est-ce que chaque entreprise peut intégrer cette dimension ou pas? Je sais pas si je suis très clair dans la question. Non, mais je pense que toutes les entreprises peuvent donner du sens et alors ça c'est un sujet qui est passionnant. Donc toutes les entreprises peuvent pas être à mission. C'est pas possible et c'est pas très grave. Et même c'est pas forcément souhaitable. Et c'est pas souhaitable et c'est pas très grave. Là, il y a un petit peu un gros micmac entre en fait toutes les entreprises veulent devenir à mission pour des sujets de RH, de com, et je pense que c'est pas très grave. Si on parle de l'écosystème, ce qui est certain, c'est que là, il y a énormément de projets qui sortent, qui sont des entreprises à mission, enfin qui sont des entreprises missionnaires, et ça, je trouve ça génial. Il y a énormément de fonds d'investissement à impact qui se lancent. En 2015, quand j'ai fait mon premier tour de table, il y avait 2 fonds à impact sur la place. Il y avait Inco, que j'ai fait rentrer au capital, et puis il y en avait un autre qui s'appelle Alter Equity. C'est tout. Il y avait que deux fonds aujourd'hui. Et sur des montants de tickets qui sont pas forcément les mêmes. Sur des petits tickets, exactement. Donc là aujourd'hui, il y a une multiplication des fonds. Donc ce qui est bien, c'est que ça va flécher de l'argent vers ces projets à impact. Mais après, donc pour revenir sur est-ce que toutes les entreprises peuvent être à mission, la réponse c'est non. Et je pense que on le voit, Guillaume Gibaud, le slip est devenu une entreprise à mission, et je pense que il y a
il avait toutes les raisons de devenir une entreprise à mission, en faisant finalement, en rapatriant, on va dire, la production d'un produit somme toute assez, alors très utile, Oui, tout à fait. mais basique entre guillemets. En tout cas, il a fait quelque chose de trendy. D'ailleurs, je pense que ça c'est un pull qui vient de chez lui, hein. C'est un pull, le site français. Ouais. Ah non, je savais pas. je savais pas que le site français faisait des pulls, donc tu m'apprends quelque chose avec aujourd'hui. Saint-James, mais donc quelque chose donc. Et en faisant travailler des artisans français et en rapatriant, enfin, il n'y a pas de raison finalement qu'on produise ça en Asie. Et après, il y a d'autres marques dans le vestimentaire qui vont se dire entreprise à mission et qui vont continuer à produire dans des usines où ils auraient pas envie que leurs enfants bossent. Et moi, ça me révolte en fait. Enfin, donc je pense qu'il y aura un peu de ménage. La cohérence, quoi. Il y aura un peu de ménage à faire là-dedans parce que tout le monde voudra être entreprise à mission et donc on le voit dans un cas c'est hyper pertinent et puis dans l'autre on comprend pas pourquoi en fait. Pas parce qu'on plante 3 arbres qu'on est entreprise à mission, enfin. C'est pas mal ça, effectivement. Et alors du coup, une question un peu connexe ou pas, tu me diras. 3 arbres ou 3 millions d'arbres, c'est pas le sujet en fait. Enfin... Ah du coup, c'est quoi le sujet de ça? Ben, le sujet c'est est-ce que le modèle vient remplacer quelque chose qui ne va pas qui n'est pas durable ou qui pose un problème ou comment est-ce que je fais finalement évoluer le monde dans lequel je vis? Ok. Et alors du coup, la question que j'allais te poser avant, c'était comme tu le sais, nous on travaille énormément sur la culture entreprise, notamment entre autres choses, mais c'est pour nous c'est le système cohérent qui fait que ton entreprise va justement être alignée et chacune de ses parties va s'entraider, créer des cercles vertueux, et c'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Est-ce que tu penses que c'est un sujet dont on parle trop, pas assez? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses à faire dans ce secteur? Alors dans les startups, il y a eu, mais ça fait quelques années déjà, il y avait cette histoire de valeur et d'alignement assez fort, parfois peut-être un peu fake, mais je pense que c'est quand même ça qui fait vivre et qui fait venir les gens le matin. Donc je pense que c'est primordial. Ce qui est très important. Et là où, en fait, on peut pas tromper le collaborateur, c'est la cohérence. Et c'est ça que, alors c'est jamais parfait, hein, mais en tout cas chez Casali, c'est un système vivant, hein, donc. Exactement. Donc chez Casali, on essaye vraiment d'être le plus cohérent possible en permanence. C'est aussi ce qu'on prêche avec nos clients et qu'on aide nos clients à faire, donc je pense qu'on est sur un terrain d'entente. Alors j'ai 2 petites questions pour toi. La première, pour revenir sur l'impact, en fait j'entends énormément de jeunes ou peut-être même de moins jeunes qui se disent mais quand même il faudrait que je quitte mon bureau à la Défense ou ailleurs et que je monte une boîte, et puis ils ont toujours envie de monter des boîtes maintenant dans l'économie circulaire, l'impact. Il y a autant de sujets que de gens. C'est quoi le conseil, toi, que tu leur donnes, toi qui l'as fait un peu en avance de phase du coup? Bah, moi, je pense qu'il faut le faire. Enfin, alors d'abord, s'ils sont, faut imaginer que ça n'a pas été facile pour moi de quitter déjà Veolia pour Alter Eco, parce que Veolia, j'étais quand même avenue Kléber, j'étais place de l'Étoile, une super belle boîte française. Exactement. Je voyageais aux 4 coins de la planète en business. Enfin, mais c'est pas ça qui en fait, ce que j'ai réalisé très vite, c'est que c'est pas ça qui m'animait. C'est cool de le faire une fois, parce que j'ai connu ça aussi. Tu le fais une fois, c'est sympa, tu vois le truc, t'en profites un peu, et après vite tu te rends compte que bon, et maintenant il y a quoi, tu vois. Exactement. Et à partir du moment où si t'as même pas besoin de le faire une fois, que tu le lis et que tu te dis peut-être que j'ai pas besoin de le faire une fois. Non, mais surtout il faut pas avoir de regrets. Et je pense que ça c'est à chacun de voir ce qui est important pour soi et ce qui va animer chacun. Moi, de passer de l'Étoile à Bastille dans l'open space d'Alter Eco, ça m'a plutôt rassuré dans le fait que finalement j'étais un homme de PME, de TI, mais de start-up, mais que j'étais pas très attaché ni au cadre ni aux apparences. Ok. Et alors, du coup, une autre question qui est toujours la question qu'on me pose en fin de ce podcast. Et peut-être juste il y a un programme. Donc nous, on a en permanence un stagiaire de On Purpose. Okay. Et donc ça, je sais pas si tu le connais. Non. Ça permet à des cadres de grands groupes de venir de faire 2 missions de 6 mois dans des boîtes de l'ESS. Et je le recommande vivement parce que c'est aussi un entre-deux. Ça permet par exemple de prendre un congé sabbatique dans telle ou telle boîte et de venir se tester
à la réalité du terrain et à la réalité de l'ESS. Et du coup, j'imagine que c'est des programmes que tu mets en place à l'échelle de l'entreprise, c'est ça? Ou n'importe qui peut le faire? Alors, c'est-à-dire alors, nous, on reçoit de stagiaires, enfin, ça s'appelle des associates, mais donc c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Ok. Donc, entre 5 et 10 ans ou 15 ans d'expérience, très qualifiés, mais qui se donnent 1 an pour changer de carrière. D'accord. Donc tu es cadre dans un grand groupe ou tu peux de ta propre initiative faire ça. T'as pas besoin que ton entreprise soit partenaire de On-Purpose. Alors l'entreprise, c'est la personne va s'inscrire chez On-Purpose. Par contre, nous, Castalier, on est partenaire de On-Purpose pour recevoir des gens. Ouais. Ok, ça marche. Je pense que ça intéressera du monde. Ça, c'est un très bon programme. Ça permet en plus de pas se lancer complètement et d'avoir une sorte de filet de sécurité. Après, se lancer complètement quand il y a pas d'enfants, pas trop de crédit, pas trop de je pense que c'est très français de vouloir avoir ceinture, bretelles, parachute. Globalement, il faut se dire que c'est possible de rebondir. Enfin, et même si on se rate sur un truc, on retrouvera quelque chose. Enfin, je pense qu'il faut pas hésiter. Et surtout, je pense que ça passe très vite une vie, très très vite. Et ce que j'essaye de me dire moi, c'est j'essaie de profiter quand même au maximum de tous les moments. J'ai presque envie que ce soit le mot de la fin parce que c'est pas mal du tout. J'ai comme te poser ma dernière question, Thibaut. En fait, toi, qui as travaillé justement sur ta culture entreprise, qui as travaillé sur tes valeurs, quel conseil que tu donnerais à un chef d'entreprise qui hésite un peu parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, ou parce qu'il est pas convaincu? Je pense que c'est un point qui est très important. Encore une fois, pour aligner l'interne et l'externe. C'est un point qui est important pour recruter et pour recruter les meilleurs. Donc je pense que c'est pas du tout une perte de temps. Et puis ça permet aussi de grandir, de se remettre en question. Ça permet c'est vivant, hein. Donc là tout à l'heure on parlait de la bienveillance qui finalement n'avait plus sa place dans nos valeurs. Donc je pense que c'est alors, pour ceux qui n'ont pas écouté le début, c'est que c'est un prérequis aujourd'hui. La bienveillance. C'est vrai que c'est plus rare, ça, les gens qui écoutent pas le début, mais qui écoutent que la fin. Donc je pense que c'est un très bon travail et c'est ni une perte de temps ni une perte d'argent. Ok. Super, écoute, merci Thibaut. Je te propose qu'on s'arrête là, si ça te va. Merci Vincent. Écoute, c'était génial de t'avoir. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.